60 ans que l'on parle d'Europe de la défense depuis 1954 avec l'échec de la communauté européenne de défense que la France a refusé. Et c'est finalement 60 ans après, face à la menace terroriste, la défense devenait le sujet fédérateur en Europe, fédérateur entre la France et l'Allemagne. Les deux gouvernements ont mis sur la table des propositions communes récemment. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'idée d'une armée européenne. De chaque côté du Rhin, on plaide plutôt pour des outils qui permettraient aux militaires de travailler lors d'opérations communes. Une donnée fondamentale a rebattu les cartes dans ce dossier, c'est bien sûr le Brexit. Les Britanniques se sont toujours opposés à toute idée d'une défense européenne et encore moins d'une armée européenne. Mais peut-on imaginer sérieusement dans l'avenir une défense européenne sans les Britanniques? Comment également cette défense européenne doit-elle se positionner par rapport à l'OTAN sans porter préjudice à l'Alliance Atlantique? Défense européenne, nouvelle arlésienne ou vrai projet? Question au 01 45 24 7000. C'est le téléphone sonne Europe, ici en direct du Parlement européen. C'est sur France Inter jusqu'à 20h. Le téléphone sonne Europe. Stéphane Leneuf. Et tout de suite au standard, on retrouve Dominique. Vous nous appelez de Saint-Denis de la Réunion. Bonsoir Dominique, on vous écoute. Oui, bonsoir aux auditeurs de France Inter. Je vous appelle de la Réunion. Donc, j'avais deux questions à vous poser parallèlement. Peut-on réellement parler d'une politique européenne de sécurité et de défense dite autonome, dans la mesure où cette politique nous lie directement aux États-Unis et à l'OTAN, dans le cadre de l'article 42 du TUE? Et dans quelle mesure la prolifération des bases de l'OTAN sur le sol européen ne constitue-t-elle pas un risque de guerre en Europe vis-à-vis de la Russie, notamment quand on sait la puissance américaine déployée sur ces différentes bases? Voilà, je vous remercie. Merci Dominique. Pour répondre à vos questions ce soir, Mercedes Bresso, bonsoir. Bonsoir. Députée européenne de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Arnaud Danjean, bonsoir. Bonsoir. Du groupe du Parti populaire européen. Et Philippe Lambers, Belgique, du groupe des Verts Alliance libre européenne. La question de Dominique, on rentre dans le vif du sujet. Une défense européenne et l'OTAN, c'est quand même le cœur du problème, Arnaud Danjean, aujourd'hui ou pas? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ce n'est pas un problème? La relation avec l'OTAN? Il ne faut pas exagérer la nature du problème. Alors, sauf à l'appréhender de façon très idéologique. Ce que je sens peut-être un peu pointe derrière la question qui est posée, notamment la deuxième partie de la question sur le risque de confrontation à cause de bases de l'OTAN. Des bases de l'OTAN en Europe, il y a 70 ans qu'il y en a. Voilà, c'est ainsi. L'OTAN constitue la pierre angulaire de la défense collective européenne pour un certain nombre de pays. L'article 42 du traité auquel il est fait référence ne dit pas que c'est l'OTAN qui doit tout faire. L'article 42, il énonce toutes les modalités d'une politique de défense européenne à construire et il dit simplement en une ligne, en 42.2, il dit que cette politique de défense doit se construire en tenant compte du fait qu'un certain nombre de pays s'en remettent, c'est vrai, à l'Alliance Atlantique en priorité. Voilà. Et c'est la réalité aujourd'hui. Un certain nombre de pays s'en remettent, essentiellement, entre guillemets, des petits pays, des pays plus modestes en matière de défense, s'en remettent essentiellement à l'Alliance Atlantique. Ça peut poser un problème dès lors que ces pays, pour des raisons d'ailleurs plus souvent idéologiques que pragmatiques, considèrent que on ne peut pas avoir de politique autonome et qu'on doit tout faire à l'intérieur de l'OTAN. Mais il y a Ce quand sont même essentiellement les pays de l'Europe de l'Est. Il y a beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale qui ont cette vision, mais pas tous. Et puis, on a quand même un certain nombre de pays qui considèrent qu'on est sorti aujourd'hui de la lutte théologique entre l'OTAN d'un côté, l'Europe qui ferait concurrence à l'OTAN et qu'on peut développer des complémentarités. Moi, ma position, elle est très claire. L'OTAN ne peut pas et ne doit pas tout faire. Et donc, un certain nombre de défis sécuritaires reviennent à assumer aux Européens eux-mêmes. Madame Bresso. Moi aussi, je pense que ça a été dit clairement par Obama. Et si jamais c'était Trump à gagner, ce serait encore pire que les États-Unis ne veulent pas pendant très longtemps assumer seuls, en tout cas en manière dominante, la défense de l'Europe. Que l'Europe est forte, elle doit se défendre d'elle-même, naturellement en coopération avec les États-Unis à l'intérieur de l'OTAN. Donc les propositions qui sont sur le tapis, franco-allemande, italienne, de la responsable, de la haute responsable
pour la politique extérieure européenne, Mogherini, sont toutes des propositions qui visent à une plus forte coopération intra-européenne pour rendre l'Europe plus capable de participer à la défense commune à l'intérieur de l'OTAN. Donc je ne vois aucune contradiction, je vois plutôt un devoir de l'Europe de pourvoir à sa propre défense à l'intérieur de l'Alliance. Philippe Lambert. Oui, donc tout d'abord sur la question des bases de l'OTAN qui pullulent en Europe, il y en a une fraction de ce qui existait au moment de la guerre froide. Et je rappelle que qu'est-ce que c'est une base de l'OTAN? C'est une base en fait qui héberge une unité d'un des pays membres de l'État de l'OTAN, et cette unité est déclarée à l'OTAN dans la structure militaire intégrée. Mais donc la plupart en fait des bases de l'OTAN sont des bases qui appartiennent et qui hébergent des unités des États membres de l'Union européenne en réalité. Les bases américaines, les États-Unis ne faisant pas partie de l'Union européenne, sont ultra minoritaires dans les bases de l'OTAN. Et on en a beaucoup moins aujourd'hui qu'on en avait au moment de la guerre froide. Sur l'autonomie opérationnelle de l'Union européenne, là où je vois le besoin le plus criant, c'est la capacité de conduite d'opération. Qui dispose en Europe de centres de commandement capables d'exercer la conduite d'opération à l'extérieur de notre territoire? Eh bien, il y en a très très peu et nous ne disposons pas vraiment de cet outil de manière indépendante de l'OTAN. Autrement dit, lorsque les Européens estimeraient que c'est dans leur intérêt de mener une opération en dehors de leurs frontières, eh bien, trop souvent, nous sommes conduits à nous en remettre aux infrastructures existantes du côté de l'OTAN, ce qui crée une dépendance politique. Et ça, je pense que c'est quand même une des conditions de l'autonomie politique de l'Union européenne que de disposer au moins des moyens de conduite d'opérations à l'extérieur de manière autonome. Ce qui ne veut pas dire qu'on va dupliquer les unités proprement dites que l'on va engager, mais bien la structure de commandement dont on a besoin si on veut être autonome. Mais est-ce que ça signifie, Arnaud Danjean, qu'il faut être d'abord indépendant, avoir notre propre technologie d'un point de vue sécuritaire? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop dépendant de la technologie américaine, finalement? Mais on a des dépendances, on a des trous capacitaires, ce qu'on appelle des trous Lesquels, capacitaires en matière de renseignement. Renseignements satellitaires, les drones par exemple aussi. On a des trous capacitaires sur ce qu'on appelle les fonctions de reconnaissance surveillance, donc tout ce qui est renseignement. On a des trous capacitaires en transport, on a des trous capacitaires sur certains types d'armements. Donc effectivement, on n'est pas autonome technologiquement et sur le plan capacitaire, ça pose un sérieux problème politique, évidemment, quand on doit assumer des opérations et on est obligé souvent de s'en remettre à une aide extérieure. C'est sur ces points-là qu'il faut faire porter l'effort, effectivement. On est également, mais ça découle aussi effectivement d'une forme de dépendance politique qu'un certain nombre d'États, dont un certain nombre d'États se satisfont. Il ne faut pas se raconter d'histoire, effectivement. Lesquels d'États, par exemple? Mais on l'a dit déjà, un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, pour des raisons historiques évidentes. Ces pays-là ont été intégrés de force pour la plupart dans le modèle soviétique. Mais est-ce que ça signifie qu'ils n'ont pas, ils ils recherchent à tout prix le parapluie américain et ils n'ont pas confiance dans la capacité des Européens à se protéger eux-mêmes? Non, je crois qu'en fait, un certain nombre de ces pays, et je pense par exemple aux pays baltes qui ont fait partie de l'Union soviétique, c'était même pas du pacte de Varsovie, ils s'étaient intégrés à l'Union soviétique de force avant la Seconde Guerre mondiale. Pour ces pays-là, la seule garantie qui vaille, c'est celle d'une autre superpuissance. C'est véritablement celle fournie par les États-Unis. Autrement dit, est-ce que les Français, est-ce que les Britanniques vont mourir pour Tallinn? Ils pensent que non, et donc ils se disent il faut la garantie américaine. Évidemment, vivant aux portes de la Russie de Poutine, qui n'a quand même rien de rassurant, je peux comprendre leur crainte. Ouais. On retourne au standard, au 01 45 24 7000. Maxime, vous nous appelez de Nancy. Oui, bonsoir. Je voulais simplement vous demander comment nous pourrions faire une Europe de la défense, en sachant qu'elle demandera probablement un nouveau traité européen et si tous les pays ne sont pas d'accord. J'écoutais il y a encore peu de temps François Asselineau de l'UPR expliquer qu'il fallait activer donc l'article 48 pour faire une réforme des traités ou un nouveau traité, et donc que tous les pays, dans le cadre de cet article 48 du traité sur l'Union européenne, devaient être d'accord, c'est l'unanimité, pour changer les traités en place. Et donc, admettons que la Hongrie de Viktor Orban refuse de mettre en place l'Europe de la défense, eh bien le projet capoterait comme beaucoup de projets européens. Voilà, qu'est-ce que vos invités ont à répondre à cela?
Alors, Mercedes Voilà. Bresso vous répond, Maxime. Voilà, il tombe bien parce que moi je viens de la Commission Affaires constitutionnelles. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un article du traité, le 46, qui permet ce qu'on appelle une coopération structurée permanente dans le domaine de la défense, qui serait décidée à majorité qualifiée et à laquelle pourraient participer les États qui le désirent. Donc, pas requise une majorité, enfin une unanimité, mais évidemment, c'est requis une forte majorité. Mais surtout, je crois qu'il n'y aura pas d'États qui seront complètement contre. Il y aura des États qui ne veulent pas participer, qui ne se sentent pas en mesure de participer. Mais je crois que même les pays de l'Est sont bien conscients que l'Europe doit progressivement se doter non seulement d'une défense commune, mais aussi d'une défense plus efficace. D'abord, des corps de bataille capables d'être opérationnels, et puis, on en parlait avant, recherche, développement industriel, probablement se réindustrialiser dans le domaine des armements dans beaucoup de pays. Il y a des pays comme la France qui sont restés assez pointus dans ce domaine, d'autres pays qui sont en train de récupérer, comme l'Allemagne ou l'Italie, des pays plus petits, évidemment, qui devront avoir des rôles différents. Mais je crois que progressivement, on doit y aller. Et on peut commencer par la recherche et le développement industriel, parce que ça, c'est très important. Et naturellement par la coordination, mais une vraie coordination, parce que là, on parle de capacité opérationnelle sur le terrain. Mais je pense on a déjà expérimenté cette coopération à l'intérieur de l'OTAN, dans des missions qu'on a fait dans différents terrains, missions essentiellement de paix, mais de peacekeeping. Donc, on n'est pas à l'année zéro, et je crois que les propositions qui sont sur le tapis viennent du fait qu'on n'est pas à l'année zéro et qu'on pense devoir aller de l'avant. Philippe Lambert. Mais comme disait Lénine, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui déjà, un certain nombre d'États de l'Union européenne coopèrent et créent des capacités communes. Je pense au transport aérien. Une série d'États membres, et je pense évidemment à l'Allemagne, au Benelux, à la France, ont décidé de mettre en commun leurs moyens de transport aérien. Il y a un commandement unique basé à Eindhoven qui dirige en fait les opérations de transport aérien. Et donc souvent dans une opération française, vous pouvez avoir un avion de transport hollandais alors, qui par assure... exemple, on a appris cet après-midi que Paris et Berlin vont mettre des avions de transport en commun militaires qui seront basés en France. Voilà, c'est très bien, et ça montre déjà les coopérations qui sont possibles. Je pense aussi à l'entraînement. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà de manière bilatérale ou multilatérale. Et donc, je crois que l'idée, c'est de changer d'échelle et d'essayer d'augmenter ces coopérations. Et je pense que ça fait tout à fait sens. Mais cette idée qu'il faudrait d'abord un traité pour coopérer, je veux dire, à ce compte-là, on n'aurait jamais eu l'Union européenne, parce qu'avant le traité européen sur le charbon et l'acier, il n'y avait pas de traité européen sur le charbon et l'acier. Il y a d'abord eu la volonté politique, et puis on a mis en place les institutions. C'est dans ce sens-là que ça marche. Le traité, à partir duquel on travaille aujourd'hui, est extraordinairement flexible sur ce sujet. Il y a l'article 42 qui définit un but qui est la politique de sécurité et de défense commune, dont on sait bien qu'il n'est pas atteint et qu'il est loin d'être atteint, mais qui définit plein de pistes possibles. Il y a une boîte à outils dans ce traité, et nous dénonçons, nous, au Parlement, depuis longtemps sur ces questions de politique de défense, et j'allais dire sur pratiquement tous les bords politiques, le fait que les États membres n'utilisent pas pleinement cette boîte à outils aujourd'hui. Ils la regardent avec un peu de circonspection, alors que dans cette boîte à outils du traité d'aujourd'hui, sans requérir l'unanimité, vous pouvez faire déjà pas mal de choses pour faire avancer ce dossier.